Bonjour, nous voici de retour. Nous étions hier en vacances, hein. C'était la journée de la femme, et la journée de la femme est une journée très importante en Russie, les fériés. Et c'est intéressant de noter que hier soir, si vous y allez au restaurant, si vous n'aviez pas réservé de table, il était impossible d'y aller parce que les restaurants étaient pleins. Et Moscou était en fait hier soir. Voilà. Mais ayant dit cela, on va vous faire une mise au point des derniers 48 heures, puisque nous n'avions pas été hier. Mais avant cela, je voudrais vous parler du sondage que l'on a fait. Vous vous souvenez qu'on avait fait un premier sondage sur souhaitez-vous quitter la Russie ou non. On avait fait un premier sondage avant l'appel du Quai d'Orsay de notre départ, qui montrait que 60% des gens en fait voulaient rester. Et on a fait un sondage après l'appel du Quai d'Orsay qui a renforcé son appel, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais une recommandation vive, grosso modo, de quitter la Russie. De façon très intéressante. Alors, on a eu 171 participants et toujours 60% des personnes qui ne veulent pas quitter la Russie. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu plein d'appels de gens me disant, puisqu'on continue, le Quai d'Orsay insiste sur le fait que nous devions quitter la Russie, que faut-il faire? Donc, je vais vous dire ce que je redis tous les jours depuis 5 jours. D'abord, il ne faut pas s'affoler. N'oubliez pas une chose, c'est que la demande de départ n'est pas faite pour des raisons de sécurité. Il n'y a aucune raison de partir pour des raisons de sécurité, puisqu'on n'a pas de problème de sécurité à Moscou. La seconde chose, il faut voir votre cas personnel. Est-ce que vous avez envie de partir ou non? Si vous avez envie de partir, surtout, il faut partir. Que vous soyez en famille, que vous soyez seul, si vous voulez partir, c'est votre choix et votre choix sera toujours le meilleur, donc surtout faites-le. Si vous voulez rester, par contre, faites-le aussi. Là encore, votre choix sera le vôtre et sera toujours justifié par rapport à votre cas personnel. Il y a aussi, bien évidemment, l'intention des entreprises. Alors, les grands groupes, eux, très souvent préconisent plutôt un rapatriement des familles et après, au cas par cas, en fonction des expatriés de votre rôle dans la société, votre maintien ou non en Russie. Alors là, c'est à voir avec votre société et vous verrez pour la suite. Ce que je constate, c'est qu'il y a plus de départs dans les grands groupes que dans les PME et c'est normal puisque les gens qui travaillent dans des PME sont souvent des gens qui ont monté ces sociétés, travaillent dedans, ils ont fait leur vie en Russie et que c'est beaucoup plus difficile pour eux de partir que lorsque vous travaillez, vous êtes 4 dans un grand groupe qui de toute façon peut vous recaser ailleurs, au pire si vous ne pouvez pas travailler de France pour ce groupe. Donc, combien de personnes partent? Je n'en sais rien. Il est extrêmement difficile d'évaluer le nombre de personnes qui partent. Un certain nombre, c'est évident. Est-ce une majorité? Impossible de vous le dire. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils partent, énormément. Mais il y a aussi beaucoup de gens, énormément, qui me disent rester. Donc, moi, je reste, je vous l'ai déjà dit. Les personnes autour de cette table restent tous. Donc, de toute façon, si vous restez, vous nous trouverez toujours, nous serons toujours là, nous serons toujours avec vous. Et une fois qu'on aura vu le nombre de personnes, on aura une estimation plus précise du nombre de personnes qui seront parties. De toute façon, on organisera quelque chose pour tous ceux qui sont restés à la Chambre de commerce, de manière à ce qu'on puisse se retrouver, se parler et être certains que nous puissions nous rester unis entre nous. Voilà. C'était ce que je voulais dire sur la première partie de ce Zoom. Bien évidemment, il s'est passé un certain nombre de choses durant ces 48 heures, des choses intéressantes. Et Arnaud, peux-tu nous faire une petite mise au point de ces 2 derniers jours et nous expliquer les progrès ou non de la situation actuelle? Très certainement, je vais le faire. Comme d'habitude, je vais vous parler d'abord d'économie. Je dirai quelques mots de la situation intérieure, politique, sociétale. Et Igor dira quelques mots des dossiers diplomatiques qui évoluent aussi rapidement, si ce n'est de façon décisive. Alors, quelques mots sur les contre-sanctions russes qui commencent à s'esquisser. On comprend que la base juridique des mesures qui vont être édictées au cours des prochains jours, des prochaines semaines, ce sera la liste des pays considérés comme inamicaux à l'égard de la Russie, qui, je le rappelle, inclut tous les pays de l'Union européenne, donc la France.
On entend parler, par exemple, d'une interdiction d'exportation de matières premières. Ce qui apparaît à ce stade, c'est qu'il y aura donc une commission gouvernementale qui statuera au cas par cas. Et donc, ce qui va émerger, c'est un système discrétionnaire en réalité. Le gouvernement russe décidera de ce qu'il exportera vers quel pays, s'agissant des pays, encore une fois, considérés comme inamicaux à l'égard de la Russie. Il y a eu hier, par ailleurs, une annonce américaine d'interdiction des importations d'hydrocarbures, mais ça ne concerne pas le nucléaire civil, j'attire votre attention là-dessus. Donc pétrole, gaz, charbon. Ce qui est important de noter, c'est que l'achat de pétrole en dollars reste autorisé, sauf avec les banques sanctionnées, bien sûr. Pas de sanctions secondaires décidées à ce stade. Ce qui est important aussi de noter, c'est que si les prix du pétrole restent très élevés, autour de 120 dollars le baril de brut, il y a une forte décote pour le brut russe, environ 20 dollars, ce qui signifie que les compagnies russes, aujourd'hui en tout cas, ont un peu de mal à placer leurs barils sur le marché mondial. L'Union européenne, on en a parlé beaucoup ces derniers jours, est en train d'annoncer un nouveau train de sanctions qui va concerner d'une part le secteur maritime, par ailleurs tous les sénateurs ayant voté le 22 février pour l'utilisation de la force à l'étranger seront également sanctionnés. On dit également qu'une douzaine de nouveaux hommes d'affaires pourraient être intégrés sur une liste de sanctions. Enfin, notez que les crypto-monnaies devraient être concernées, ainsi que plusieurs banques biélorusses qui seront déconnectées du système SWIFT, l'Union européenne considérant la Biélorussie comme puissance co-belligérante. Autre décision des autorités russes, des restrictions au retrait en devises pour la population, pour les Russes, pour les résidents. Les autorités russes, donc, entre aujourd'hui 9 mars et pour une durée de 6 mois, interdisent des retraits supérieurs à 10 000 dollars en devises. Autre élément significatif, me semble-t-il, annonce par les autorités chinoises de la possibilité pour les groupes du pays de renforcer leur présence dans les sociétés énergétiques et plus généralement de matières premières russes. C'est quelque chose qu'on devinait, mais qui a de fortes chances de se produire. Et par ailleurs, dans le même registre, on apprend ce matin que VTB, qui est la banque publique russe la plus sévèrement sanctionnée, puisqu'elle est inscrite sur liste américaine SDN, qu'elle est totalement déconnectée du système international, eh bien, va proposer des comptes de dépôt rémunérés en monnaie chinoise. Enfin, mesure sociale, à mon avis, la première d'une longue série à venir. Vladimir Poutine a annoncé des aides aux familles ayant des enfants entre 8 et 16 ans. En guise de conclusion sur cette partie économique, ce qui me frappe aussi par ailleurs, alors moins en Russie que ce que l'on observe en Occident, notamment en France, c'est peut-être un début de changement d'esprit. Il y a une semaine, le discours était extrêmement vindicatif. Il s'agissait de punir la Russie. Un ministre a même parlé de guerre économique totale. Je note qu'aujourd'hui, le même ministre compare les conséquences de ce qui se passe au choc pétrolier de 1973 et que le ministre français de l'Agriculture s'inquiète de bouleversements considérables sur les marchés agricoles mondiaux. Donc, il me semble qu'aujourd'hui émerge la conscience de bouleversements qui auront des conséquences majeures en Occident aussi. Il y a évidemment un choc qui a commencé et qui va durer en Russie, mais l'idée de sanctions indolores ou presque indolores pour l'Occident est en train de disparaître. Quelques mots maintenant sur la politique intérieure, sur la société. Qu'est-ce qu'on a vu au cours des 48 dernières heures? L'Université d'État de Saint-Pétersbourg qui annonce l'exclusion de 13 étudiants ayant pris part à des manifestations pour la paix en Ukraine. La radio Écho de Moscou qui a été fermée la semaine dernière, qui est remplacée par Radio Spoutnik. Le présidium de l'Académie des sciences de Russie qui a publié hier
un appel aux chercheurs de Russie et du monde entier en faveur de la cessation des hostilités. Ce n'est pas inintéressant. L'Académie des sciences en Russie, c'est une instance qui pèse. Dans le même temps, en revanche, l'Union des recteurs de Russie a publié une tribune signée par 184 présidents d'universités qui, à l'inverse, soutiennent l'action des autorités russes en Ukraine. Pour synthétiser, je dirais qu'à ce stade, on n'observe pas de division, de scission au sein des élites. Et j'en veux pour preuve notamment que deux personnalités que j'avais mentionnées la semaine dernière, qui étaient en quelque sorte sorties du bois pour s'émouvoir des événements, Madame Paklonskaya, l'ancienne procureure de Crimée, et un député communiste, ont fait machine arrière ces dernières heures. Et par ailleurs, il me semble, et ça paraît de plus en plus évident, que ce sont les classes moyennes supérieures, urbaines, occidentalisées, dont on peut dire qu'elles ont été soumises à rude épreuve ces dernières années, qui devraient être les principales victimes des tensions actuelles, en particulier des sanctions occidentales et du nouveau rideau de fer, entre guillemets, qui semble tomber entre la Russie et l'Occident. Merci Arnaud. Igor. Alors, pour la partie diplomatie, tout d'abord, je voudrais rappeler quelques éléments sur les corridors qui ont été aujourd'hui créés dans différentes villes ukrainiennes. Il y a environ une douzaine de corridors qui ont été établis pour permettre à des populations de quitter des villes qui font l'objet de sièges, de combats. Mariupol, par exemple, Kiev aussi, pour permettre une évacuation de la population, la ville de Soumy ou Izium. Donc une douzaine de ces corridors, avec un cessez-le-feu évidemment, qui est établi entre 9h et 21h, donc qui est censé avoir encore cours en ce moment. Je n'ai pas vraiment d'éléments pour vous dire dans quelle mesure ça fonctionne bien ou mal ou très mal. C'est un petit peu tôt pour en juger. Je pense qu'on en saura plus déjà dans la soirée ou demain. Mais en tout cas, ces corridors sont le fruit des derniers pourparlers qui ont eu lieu en Biélorussie entre les délégations russes et ukrainiennes. Il y a un prochain tour de négociation, le 4e, qui doit avoir lieu d'ici la fin de la semaine. Je dis d'ici la fin de la semaine parce qu'il aura lieu en tout cas après la rencontre qui est prévue demain en Turquie, à Antalya, entre Sergei Lavrov et son homologue ukrainien Dmitry Kuleba, qui doivent donc se rencontrer en Turquie pour discuter de la situation. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a une migration de l'agenda de ces discussions. Ce qu'on voit, c'est que ce qui est en train de se passer, qui va se repasser en Biélorussie, donc les pourparlers qu'on a déjà eus, vont probablement se focaliser de plus en plus sur le volet humanitaire de la crise, tandis que le volet diplomatique et le volet politique de résolution de cette crise va probablement migrer vers une autre plateforme, et ça pourrait être la Turquie. En tout cas, ce qu'on va voir demain, une rencontre entre Lavrov et Kuleba, pourrait être une rencontre un peu exploratoire, voir ce qui peut être fait en Turquie et quel serait l'agenda qui serait exploré. Alors, ce qui m'amène à parler de ces deux médiations, la médiation turque d'abord et la médiation israélienne dont il a déjà été question d'autre part. Pour la Turquie, il y a plusieurs enjeux. Il y a d'abord un enjeu par rapport à évidemment la région de la mer Noire, puisque la Turquie prétend jouer un rôle singulier en mer Noire. Ça a déjà été évoqué ici. Et étant donné la consolidation du dispositif militaire de l'OTAN en mer Noire, je pense que les Turcs ne veulent pas se retrouver dilués un peu dans ce schéma de militarisation, notamment en Roumanie, et veulent conserver une posture singulière, un rôle singulier, en étant toujours un acteur un peu qui se présente comme une force de proposition pour les questions de sécurité en mer Noire. Et donc, je pense que là, pour eux, il y a un enjeu qui me paraît assez évident. L'autre médiateur, c'est Israël, puisque le Premier ministre israélien Naftali Bennett, la semaine dernière, s'est rendu à Moscou, et dans la continuité de sa visite à Moscou, il s'est rendu à Berlin, et depuis, il y a encore eu un entretien téléphonique entre lui et M. Poutine hier. Ils se sont encore parlé. Donc on voit que les choses semblent avancer sans qu'on sache vraiment la teneur des discussions. Il me semble que, contrairement à la Turquie, Israël ne se présente pas comme forcément un lieu pour accueillir des discussions, mais le Premier ministre israélien agit plutôt en qualité de missi dominici, c'est-à-dire il se présente comme un messager qui va porter les messages des uns aux autres, répercuter les discussions qu'il a eues
avec M. Poutine au chancelier allemand et vice-versa. Donc, c'est de fluidifier un petit peu les discussions. Il y a plusieurs intérêts pour Israël d'essayer d'agir de manière assez prudente comme Missi Dominici. Évidemment, il y a une très nombreuse communauté juive à la fois en Ukraine, mais aussi en Russie. Il y a évidemment un enjeu de sécurité nationale vital pour Israël avec la présence de la Russie en Syrie et le fait que les Russes continuent de fermer les yeux sur les bombardements israéliens sur les objectifs iraniens. Pour eux, ça reste vital. Il faut que ça continue du point de vue des Israéliens. Il ne faut pas que les Russes ferment le rideau, en quelque sorte. Et il y a évidemment tout ce qui est en train de se passer à Vienne autour du nucléaire iranien, où jusqu'à présent, les Russes ont été plutôt coopératifs. Et on voit depuis quelques heures que les choses évoluent et où les Russes semblent un petit peu freiner ou en tout cas mettre un peu des bâtons dans les roues. Et ça, évidemment, pour Israël, c'est aussi un élément à surveiller de très près. Et je pense que voilà, l'addition de ces différents éléments fait que les Israéliens estiment qu'il faut jouer un rôle, mais une fois de plus, un rôle très prudent dans cette crise. Alors, le contenu des pourparlers, on ne sait pas grand-chose, comme je l'ai dit, mais des quelques fuites ou des quelques analyses qui ressortent dans la presse israélienne et la presse américaine, on voit que les contenus d'un hypothétique futur accord de cessez-le-feu sans même parler d'accord de paix, seraient évidemment plus durs pour les Ukrainiens que Minsk II. Ça, c'est ce qu'on a dit ici depuis des semaines, hein, même avant le début de l'offensive, hein, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont refusé Minsk II, on l'a analysé plusieurs fois, Arnaud et moi, mais le futur Minsk III ou accord Antalya, ou appelez-le comme vous voulez, sera évidemment encore plus terrible pour l'Ukraine. Et on voit que le président ukrainien, Zelensky, commence à être beaucoup plus, j'allais dire, accommodant, en tout cas dans la rhétorique, sur des sujets qui jusqu'à présent étaient tabous, sur la Crimée, sur les républiques séparatistes, où en gros, il est prêt à discuter de ces sujets-là, qui avait discuté ces sujets dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu, d'un accord de paix, ce qui était complètement impensable il y a encore 2 semaines. Souvenez-vous, l'été dernier, la plateforme criméenne et tout ce que les Ukrainiens ont mis, le plan de réintégration, etc. Aujourd'hui, évidemment, le contexte a été totalement chamboulé, renversé. Et tant et si bien que certains, peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, regretteront les accords de Minsk II et seront forcés de composer avec de nouvelles conditions qui seront beaucoup plus dures. Voilà, je m'arrête là et on est prêt à répondre à vos questions. Alors justement, Igor, il y a eu la fameuse interview du président Zelensky par une chaîne américaine, ouais, dans laquelle il a décidé de renoncer à l'OTAN, reconnaître la Crimée et les 2 républiques autoproclamées du Donbass. Alors, c'est ce qu'on nous dit là, mais alors qu'a-t-il dit justement et quelle est la réalité des choses? Alors moi, j'ai entendu très clairement qu'il parlait effectivement de mettre sur pause les aspirations à rejoindre les structures de sécurité euro-atlantique, à rejoindre l'OTAN, mais ça, on est dans la continuité de la séquence depuis la semaine dernière avec la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance, qui ont expliqué que non seulement il n'y aurait pas de zone d'interdiction aérienne, mais que l'admission de l'Ukraine n'était toujours pas à l'ordre du jour. Et donc, M. Zelensky voit ses espoirs doucher les uns après les autres d'une accélération du processus d'adhésion à l'OTAN éventuellement, auquel il a pu certainement croire. Hein. Et donc, il ne fait que prendre acte de la réalité, en quelque sorte. Sur la Crimée, j'ai vu qu'il avait dit qu'il était prêt à discuter du statut de la Crimée, de la question de la Crimée. En revanche, sur les républiques séparatistes, je suis moins catégorique. Je pense qu'il fait un objet de discussion, mais pas forcément dans les termes qui sont évoqués dans la question. Oui, en fait, sur la Crimée et sur le Lugansk et Donetsk, ce que disent les officiels ukrainiens, c'est qu'il est évidemment hors de question de renoncer officiellement à une partie du territoire national. En revanche, les autorités de Kiev se disent prêtes à réfléchir à des solutions pour les gens qui y vivent. Voilà. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, d'une reconnaissance de l'appartenance de la Crimée à la Russie, ni de l'indépendance de Lugansk et de Donetsk, mais de quelque chose de différent, de pragmatique peut-être, mais certainement pas d'un renoncement à une partie du territoire national. On a une autre question sur les médiations. Alors, médiation israélienne, turque, chinoise, l'Europe n'a-t-elle pas complètement perdu la main diplomatique sur la situation? L'Europe, elle avait la main diplomatique dans le cadre du format Normandie, à travers la France et l'Allemagne, pendant 7 ans, plus de 7 ans même. Sauf qu'on voit aujourd'hui où on en est. Alors évidemment, il
je veux dire, le temps viendra de réfléchir avec plus de recul sur les responsabilités des uns et des autres, mais on avait la main sur le dossier diplomatiquement, et de fait, on l'a perdu. Et évidemment que ça crée de l'espace pour d'autres pays qui ont des intérêts très différents, d'essayer de promouvoir une médiation, comme je le disais, en tout cas une mission voilà, de Missi Dominici. Les Chinois, ils sont prudents, effectivement, ils proposent une médiation, mais dans le même temps, ils saluent les efforts des Allemands et des Français et appuient les efforts des Allemands et des Français pour essayer de quand même trouver une solution à tout ça. Donc, ce qu'on voit en tout cas, c'est au minimum une dilution du rôle de l'Europe en tant que médiateur, alors que tout ça, ça arrive à nos portes, c'est juste à côté. Et les Chinois sont quand même nettement plus loin. Et disons que aussi du point de vue russe, l'Union européenne ne peut plus être considérée comme médiateur, elle frise plutôt la co-belligérance. Donc il y aura tôt ou tard des discussions qui vont reprendre. D'ailleurs, elles ne cessent pas, hein. Les présidents se parlent. Il y a des discussions entre le chancelier allemand et le président russe. Mais l'Union européenne adopte et continue d'adopter des sanctions, livre des armes aux Ukrainiens, et donc elle n'est plus considérée à Moscou comme pouvant jouer les intermédiaires entre Kiev et Moscou. Alors, une question qu'on m'a posée par mail, et que je t'avais posée, Arnaud, lundi soir, mais pourquoi Bennett est-il allé voir Scholz après, il n'est pas allé voir Macron? Et cette question, je te l'ai posée lundi soir, elle a été posée à la télévision française, et il y avait eu la même réponse que toi, et on me la repose à nouveau. Est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle, effectivement, on ne parle pas de la France, enfin, Israël ne va pas voir la France? Je n'ai toujours pas de réponse à cette question. En revanche, il y a une information nouvelle, c'est que le Premier ministre israélien a de nouveau eu un entretien avec Vladimir Poutine hier soir, je crois. Ouais, par téléphone. Ce qui ferait le troisième. Il y en a eu un en direct à Moscou samedi, un entretien téléphonique dimanche, justement après l'étape allemande du Premier ministre israélien, et hier soir encore un appel téléphonique. Pourquoi la France n'est pas dans la boucle, je ne sais pas. On va passer à des questions de sécurité économique. Première question, c'est le rapport du CDSE, c'est le Centre des dirigeants de sécurité des entreprises, si je ne me trompe pas, plutôt alarmiste, parlant d'un contexte qui se dégrade rapidement pour les Français en Russie. Quel est votre avis? Je n'ai pas d'avis sur le rapport du CDSE. Ils ont un rapport à la MIS qui appelle les gens à partir, mais rien ne me choque dans ce rapport. Ils expliquent que la situation se dégrade pour les Français en Russie. Alors, on ne le sent pas vraiment en étant ici. Ils disent qu'elle peut se dégrader plus. Ça, c'est vrai. La situation peut se dégrader plus qu'elle n'est. Et donc, en conséquence, ils recommandent aux gens de partir plutôt que d'attendre la dégradation. Voilà. Bon, c'est à vous de faire votre choix. La seule chose, c'est que n'oubliez pas que c'est un centre de grandes entreprises. Quand vous êtes une grande entreprise, que vous avez des cadres, le mieux, c'est de les rappeler et de leur demander de partir. Quand vous êtes une PME, que vous avez monté vos affaires ici, que votre vie est ici, c'est une question qui est beaucoup plus difficile à répondre. Voilà. Raison pour laquelle je vous dis toujours, la meilleure réponse à cette question, c'est celle que vous ferez vous-même. Pour ça, on vous aide aussi à prendre cette décision parce qu'il y a le problème du lycée français. Alors, le lycée français, on a dit qu'il allait rouvrir. Après, on a dit d'abord au 15 mars. Après, on a dit au 1er avril. Maintenant, on dit que ça va être en distanciel. Bref, le lycée français est un vrai problème pour la communauté française. En tant que CCIFR, on va se saisir de la question. Il faut que vous voyez ça avec vos conseillers consulaires, hein, les 3 conseillers consulaires que vous avez, qui sont Nicolas Maigrelis, Franck Ferrari et Olivier Burlotte, qui sont là pour répondre à ces questions. Quelle est la raison pour laquelle la France voudrait fermer le lycée français? Je ne la comprends pas. Personne ne la comprend. Je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations dans la communauté française. Nous allons saisir l'ambassade sur cette question. Faites-le de votre côté et saisissez vos conseillers consulaires aussi, bien évidemment. Alors, on nous dit aussi, il semble qu'une fermeture des frontières soit envisageable. On se demande ce que c'est vrai ça. C'est toujours faisable. Mais l'as-tu entendu dire, Arnaud? Non, enfin, toutes les frontières peuvent être fermées. On l'a appris depuis 2 ans pour d'autres raisons. Je n'ai pas eu vent de fermeture
au-delà de ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire là, actuellement, dans une configuration de fermeture de l'espace aérien, donc de limitation des communications aériennes. Je n'ai pas entendu parler d'une fermeture des frontières russes par les autorités russes, en tout cas, à ce stade. Alors, est-ce que cela concernera également les étrangers? Théoriquement, non. Les étrangers peuvent toujours sortir, mais ils peuvent très bien les bloquer aussi. Enfin, mais théoriquement, les étrangers, on laisse toujours sortir les étrangers dans ces cas-là, mais je ne peux pas vous le garantir. L'ambassade a arrêté les moyens de négocier une sortie des ressortissants français. Oui, bien sûr, ils ont toujours les moyens de négocier. Y réussiront-ils? Je n'en sais rien, mais ils ont toujours les moyens de négocier une sortie. Mais ça serait vraiment une phase extrême si on en arrivait là. Donc, personnellement, j'ai du mal à y croire. Mais bon. Vu que les banques ne font plus de crédit emprunt aux entreprises. Alors ça, c'est un point intéressant qui est vrai sans être vrai. C'est-à-dire que il y a eu un décret qui expliquait que les entreprises ne pouvaient plus bénéficier de crédits bancaires et ça commence à créer beaucoup de problèmes, bien évidemment. Pour les entreprises étrangères, excusez-moi. On a saisi 6 personnes. Le ministre du Développement économique, le ministre de Manturov de l'Industrie, merci, Madame Nabiulina, le gouverneur de la Banque centrale, le vice-premier ministre en charge de l'économie, et j'ai oublié 2 autres, mais enfin, c'est des personnes de haut rang. Les premières réponses que l'on a eues, c'est que la loi ne va pas changer, mais elle va être adaptée. Ce qui veut donc dire qu'ils vont, au cas par cas, effectivement, se saisir des demandes et les autoriser ou non. Mais donc, si j'élargis mieux les réponses à cette question, on risque d'avoir effectivement une possibilité, avec une procédure, d'obtenir des emprunts. Ce qu'on a expliqué aux autorités russes, on leur a dit, vous ne pouvez pas dire aux entreprises, vous n'avez pas le droit de vendre vos actifs, aux entreprises étrangères, excusez-moi, vous n'avez pas le droit de vendre vos actifs et vous ne pouvez pas vous financer. Et si jamais vous quittez le territoire, on vous saisit. Si vous ne vendez pas vos actifs, que vous ne pouvez pas travailler et que vous ne pouvez pas vendre, fermer votre entreprise, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, ils l'ont très bien compris. N'oubliez pas que ce texte vient de l'administration présidentielle qui ne regarde pas les conséquences économiques. Donc, maintenant, ils ont bien compris la problématique et je pense que ce point va être résolu. Est-ce qu'une OE russe peut faire un crédit à une autre OE russe, donc une société anonyme à responsabilité limitée? Oui, je pense qu'il doit pouvoir le faire. On parle de la liste standard des produits et matières premières interdites à l'import-export. Est-ce qu'elle a été publiée, cette liste? Je ne l'ai pas vue. Non, elle est en cours d'élaboration. On dit que ce sera très rapide, mais encore une fois, on est dans une logique de cas par cas, comme pour la question des crédits aux entreprises étrangères. Ce sera une logique discrétionnaire et au cas par cas, sur mesure. Les mesures contre les pays hostiles, je ne les connais toujours pas toutes. Est-ce que tu as une vue d'ensemble des mesures contre les pays hostiles, Arnaud? Ça évolue et ça va évoluer. Donc, il y a eu une première série de conséquences, donc des conséquences plus politiques. On en a parlé la semaine dernière avec probablement le fonctionnement des ambassades qui va être compliqué puisque l'une des dispositions concerne l'interdiction de recruter des employés locaux. Et puis, il y avait cette disposition qui permet aux entreprises russes de ne pas rembourser en devises, mais en roubles, les échéances en direction donc d'établissements bancaires ou d'entreprises issues des pays jugés inamicaux. Ça va mettre plusieurs mois à se mettre en place, toutes ces mesures. Je sais que les États-Unis ont mis plusieurs mois à négocier le nombre d'employés locaux qu'ils pouvaient garder ou non au sein de l'ambassade. Donc, ça met du temps. Il y a effectivement un abaissement de la note par Fitch de la notation de la Russie. Alors, une décision signifiant que le risque d'un défaut souverain est à ses yeux imminent. Pensez-vous qu'il y a un vrai risque de banqueroute? Non, ce n'est pas du tout un risque de banqueroute, c'est juste un problème de paiement en rouble, c'est ça, c'est que tu veux l'expliquer, Arnaud? Oui,
Ce qu'il faut rappeler, c'est que la Russie a très peu de dette extérieure, donc on n'est pas du tout dans la configuration de 1998. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre de groupes qui ne sont plus autorisés à rembourser en devises, mais qui ont des échéances obligataires ou autres. Alors, Gazprom a pu payer, c'est intéressant. Gazprom a fait un paiement hier ou avant-hier, assez substantiel, en dollars. Il faudra voir si ce précédent va se répéter ou pas. Comment peut-on savoir quelle banque française accepte de recevoir des virements en provenance de Russie? Il n'y en a pas là. On ne peut pas faire de virement de Russie vers la France, donc il doit y avoir un flux. En revanche, il y a des paiements de France vers la Russie possibles, mais là, il faut voir avec vos banques au cas par cas. Certaines banques refusent de le faire, d'autres acceptent de le faire, et évidemment, ça ne peut être fait que vers une banque non sanctionnée. En tout cas, ouais, là-dessus, Société Générale, grosse banque, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, en tout cas. Oui. Les mesures contre les pays hostiles, là il y a une longue question sur les mesures contre les pays hostiles, mais vous pouvez la lire, mais franchement il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir répondre à toutes ces questions. On avait dit en Russie qu'on prévoyait une baisse du PIB de 15% pour cette année. Je ne sais plus si c'était une prédiction que tu avais vue, Arnaud. Oui, c'est une banque américaine, je crois que c'est JP Morgan, qui a publié ça. Bon, encore une fois, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. On sait qu'il y a un choc. Donc, il va y avoir une récession importante, mais tout dépend de la suite. D'abord, de la durée des événements en Ukraine. Est-ce qu'on s'achemine vers un accord? S'il y a accord, on entrera dans une autre phase. Peut-être aussi, d'ailleurs, de levée partielle des sanctions. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de dire est-ce que ce sera 10, 15, 20%. C'est pareil pour la trajectoire du rouble, qui aujourd'hui est cotée sur des volumes absolument insignifiants, et alors même qu'il n'y a pratiquement plus d'usage en réalité de devises en Russie, puisque la population ne peut plus recevoir de devises, on ne peut plus changer de devises dans les banques, et qu'on ne peut plus faire de virements vers l'étranger. Donc tout ça est assez virtuel aujourd'hui. On nous demande comment voyez-vous la courbe de reprise, un V ou un W, aucune idée, bien évidemment, de la façon dont va se passer la reprise, et beaucoup trop tôt pour pouvoir en parler. Dans le cadre de transfert d'argent entre un compte bancaire russe et un compte bancaire français, savez-vous pourquoi une fois l'argent sorti de Russie, le traitement par la banque intermédiaire en Europe, là on nous parle de la Deutsche Bank, mais ce n'est pas la seule, prend une éternité. On parle de compte de particulier. Alors, ça prend une éternité parce que tout vient de Russie et que tout est checké. Je peux vous donner mon cas particulier. Je suis allé j'ai une banque en Europe. Je suis allé sur mon web banking hier pour faire un virement de ma banque sur un compte français. Et le système était bloqué. Donc, j'ai appelé ce matin. On m'a dit, oui, le système est bloqué pour vous parce que vous êtes résident russe et que compte tenu de ce qui se passe en Russie, vous n'avez plus le droit de faire de virement. Il faut que vous passiez par nous directement. Que vous nous expliquiez les raisons pour lesquelles vous voulez faire un virement, et que vous nous expliquiez qui est la personne à qui vous faites un virement. C'est-à-dire qu'on m'a demandé si la personne qui était en France était résidente française, si elle était résidente étrangère, et surtout si elle était résidente russe. Sachez que je ne pourrais pas faire un virement à une personne sur un compte français qui est résident russe. Voilà. Tout ça, c'est chaque banque qui décident de leur propre compliance. Mais oui, ça va vous compliquer la vie et ça va mettre beaucoup plus de temps. Toutes les transactions vont mettre beaucoup plus de temps. Donc, ne pensez pas que malheureusement, ça va marcher rapidement. Alors, avec ces événements, les prévisions de croissance pour l'économie russe, on vient d'en parler, mais donc on est incapable de vous dire aujourd'hui. Une petite question personnelle, est-ce que EY quitte le marché russe? Alors oui, ils l'ont annoncé, comme toute société américaine qui se respecte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils annoncent? Vous avez la même chose avec Coca-Cola, Pepsi-Cola, McDonald's. D'abord, c'est des fermetures temporaires, tous ces gens, et Starbucks aussi. C'est des fermetures temporaires, ce ne sont pas des fermetures définitives. Ils le font parce que c'est la mode.
On a eu une grande mode avec le MeToo, on a une grande mode avec le Black Lives Matter, et maintenant on a une grande mode des personnes à qui on a le droit de parler et de ne pas parler. Et aujourd'hui, on est dans un pays dont on n'a pas le droit de parler avec le président. Donc, lorsqu'on est une société anglo-saxonne, il est de bon ton de dire que l'on va quitter le marché. Alors, oui, EY l'a dit. Il faut savoir que ça va prendre des mois parce qu'on ne peut pas quitter un marché comme ça. Donc, vous me verrez toujours, en tout cas chez EY pour l'instant. Pouvez-vous commenter ce qu'on lit sur RBC 16h47, c'est précis, que le gouvernement russe a approuvé l'idée suggérée par Russie Unie d'une nationalisation des actifs de société des pays dits non amicaux quittant la Russie. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Oui, d'abord, je ne peux pas le commenter parce que je n'ai pas lu, donc il faut l'étudier. Mais l'idée fait son chemin. Encore une fois, des sociétés qui annoncent quitter définitivement la Russie, l'idée de nationalisation. Donc, il faudra voir très précisément ce que ça veut dire et on pourra le commenter demain, par exemple. C'est ce qu'on va faire. Revenez demain. Y a-t-il des alternatives pour acheminer des documents importants puisque DHL, UPS ne fonctionnent plus? J'en sais rien. Est-ce que vous savez quelles sont les alternatives? Utiliser les gens qui partent, bien évidemment, mais non, je ne connais pas d'alternative pour l'instant. Pensez-vous qu'en cas de défaut du paiement de la dette extérieure russe, les comptes courants seront-ils bloqués? Non, a priori, je ne vois pas le lien, mais je ne pense pas. On vient de répondre à la question sur Russie. Une nouvelle positive dans la mise en place des sanctions, la Russie conserverait son siège au Conseil de l'Arctique. Alors ça, je ne suis pas au courant, mais j'avais lu que certains pays proposaient effectivement un peu dans la continuité de ce que tu disais, de suspendre les droits de la Russie sur le Conseil de l'Arctique. Il y avait un certain nombre de commissions, de sous-commissions aux Nations Unies aussi dont on voulait suspendre son siège. Mais bon, enfin, après, c'est des mesures qui sont prises, en tout cas proposées, mais qui ne sont pas forcément acceptées après par les États concernés dans ces différentes commissions. En l'occurrence, sur l'Arctique, si on prive la Russie de ses droits au siège de l'Arctique, c'est quand même, géographiquement, c'est assez paradoxal. C'est la moitié des côtes de l'Arctique. On ne sera pas au premier paradoxe près non plus. Non, c'est sûr. On nous dit, une petite information, on parlait de DHL, on nous dit que DHL fonctionne en sens Russie-France. Donc ben voilà, monsieur, vous nous demandez comment faire, vous pouvez utiliser DHL dans le sens Russie-France. L'interdiction pour l'ambassade d'embaucher des locaux touche-t-il le lycée? Je ne pense pas, mais je n'en sais rien. Est-ce que vous savez ça? Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas si le lycée n'est pas. Vous notez la question qu'on demande. J'ai justement un conseiller consulaire, Olivier Burlotte, pour ne pas le nommer, qui me dit qu'il a beaucoup d'informations sur le lycée. Il vient de m'envoyer un SMS. Donc, vous pouvez contacter aussi Olivier Burlotte pour répondre à ces questions. Biden a annoncé l'interdiction d'importer du gaz et pétrole. Les États-Unis importaient vraiment du gaz russe et apparemment le Congrès n'aurait finalement pas voté cette décision. Des infos, est-ce juste pour mettre la pression sur l'Europe ou est-ce réellement un souhait américain? À ma connaissance, la décision est actée. Les États-Unis importent surtout des produits raffinés, des produits pétroliers raffinés. Le gaz marginalement sous forme de gaz naturel liquéfié. Et les Européens ont fait savoir très tôt qu'il n'était pas question pour eux de s'engager sur cette voie. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a une décision américaine prise sous très forte pression du Congrès. Et les Américains ont annoncé ne pas faire pression sur les Européens pour qu'ils suivent s'agissant des importations de pétrole. Je crois qu'il y a un veto allemand, surtout. Mais pas seulement, en fait. Il y a un veto allemand, il y a un veto hollandais. Les Hollandais aussi, pour l'instant, ne sont pas pour qu'on touche au gaz et au pétrole russe, parce qu'ils savent que ça va faire très très mal sinon. Et surtout, même si on veut le faire pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, concrètement, ce serait dévastateur pour l'économie. Et il n'y a pas moyen de substitution à court terme, moyen terme. Les Américains sont allés voir le Venezuela la semaine dernière pour essayer de négocier avec eux un arrangement pour pouvoir importer du pétrole vénézuélien pour se substituer au pétrole russe.
trouver des circuits comme ça pour dire les situations dans lesquelles on arrive. Je rappelle que les Américains, il y a 2 ans, voulaient renverser M. Maduro et ne le reconnaissaient plus comme un chef d'État légitime. Donc, il y a des renversements de situation comme ça. Joe Biden a essayé de joindre Mohamed Ben Salman et Mohamed Ben Zayed, respectivement en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, dans la même logique pour les essayer de les mettre dans le camp, revoir un petit peu les approvisionnements de pétrole. Les 2 dirigeants n'ont même pas pris le téléphone pour répondre à M. Biden. C'est-à-dire, pour eux, il est hors de question de toucher aux arrangements qui existent, notamment avec la Russie dans le cadre de l'accord OPEP+, et ce qui remettrait complètement, détruire un cadre qui fonctionne très bien depuis 2016 et permet de maintenir un semblant de stabilité sur les prix sur la production. Et ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Ça renvoie à ce que je disais un peu tout à l'heure sur la position d'un certain nombre de pays du Moyen-Orient qui veulent rester le plus loin possible de cette crise, ne veulent pas qu'on leur fasse pression sur le pétrole ou sur d'autres choses. Donc, pour les Européens, en fait, il y a le Qatar qui a dit qu'il était prêt effectivement à rerouter une partie de ses chargements de gaz naturel liquéfié vers l'Europe, mais en réalité, ça ne compensera pas, demain, si on arrête le gaz russe, ça ne compensera en aucun cas les approvisionnements russes. Et on parle beaucoup de pétrole iranien, c'est encore plus illusoire. Le pétrole iranien ne pourra jamais remplacer le pétrole russe à court ou même moyen terme. Il y a des travaux d'infrastructure qui sont considérables, des investissements considérables à faire. Et c'est complètement illusoire, si tant est que les sanctions soient levées sur l'Iran, ce qui n'est pas encore gagné. Mais je comprends bien, donc M. Maduro est un homme respectable. De nouveau respectable, visiblement. D'accord. Mais il y a un excellent article de NJ, je ne sais plus quelle est sa position, de Mme McGregor, directrice générale de NJ, qui explique, c'est dans les Échos, me semble-t-il, mais qui explique que si jamais on n'a plus de gaz russe, il n'y a pas moyen de chauffer l'Europe l'hiver prochain. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut voir à moyen terme. Il n'y a aucun moyen de substitution. Malgré les appels aux économies d'énergie de notre ministre de l'économie, il n'y a aucun moyen de substitution. C'est la phrase de Le Maire aujourd'hui. Ouais. Alors, une petite précision sur le conseil de l'Arctique. On nous dit que c'est une organisation intergouvernementale. Ces statuts ne prévoient pas la suspension des droits des membres et toute décision doit se prendre par consensus, voire déclaration d'Ottawa de 1996, entre autres. Voilà. Est-ce que les courriers doc avec valise diplomatique pour passeport et documents français sont encore en fonction? Et ça, il faut appeler l'ambassade de France, mais je ne pense pas. Si, alors on nous dit oui. Alors c'est possible, mais ça doit prendre. D'accord, mais là c'est juste, on ne peut pas donner une lettre, nous, à l'ambassade de France. Hein. C'est juste que les passeports et les documents français qui peuvent venir. D'accord. Mais on ne peut pas l'utiliser à titre personnel. Quelle est la marge de manœuvre encore disponible du président Zelensky et quel est son niveau de soutien politique à ce jour, si connu? Il est très soutenu en Ukraine. Hein. Il y a un phénomène tout à fait spectaculaire. Le président ukrainien se révèle dans cette crise. Ensuite, ces marges de manœuvre, elles vont se réduire au fur et à mesure que l'étau va se resserrer sur Kiev et sur d'autres grandes villes. Alors, il y a des appréciations différentes selon les analystes occidentaux. Russes aussi, même si on en parle moins par la force des choses. Mais les marges de manœuvre se réduisent en réalité. Et d'où d'ailleurs, et ça se traduit dans le discours, hein, ce qui a été évoqué par Igor tout à l'heure, le renoncement à la candidature à l'OTAN, le fait de pouvoir discuter de certains arrangements sur la Crimée et le Donbass, voilà, ça traduit le fait que la direction ukrainienne va devoir accepter ce qu'elle refusait il y a un mois. Les 2 dernières questions, et on arrête après cela. Quelle est la position de l'Inde à ce jour et existe-t-il un enjeu lié à l'uranium en fond de cette crise? Alors l'Inde est évidemment gênée aux entournures, comme beaucoup de pays, hein, Igor l'a évoqué, dans le Golfe ou ailleurs. L'Inde, vous le savez, est un partenaire historique d'abord de l'URSS et puis de la Russie depuis 1991. Il y a des liens politico-stratégiques majeurs, des ventes d'armement, des contrats dans le nucléaire civil, dans l'énergie. Il y a par ailleurs, depuis quelques années, un rapprochement politique visible entre l'Inde et les États-Unis. Puis il y a une densité humaine dans la relation indo-américaine qui fait défaut à la relation russo-indienne. Je pense en particulier à la présence de communautés indiennes très importantes aux États-Unis.
Donc l'Inde, évidemment, est gênée. Puis il y a aussi beaucoup d'étudiants indiens en Ukraine. On en a vu quelques-uns aujourd'hui dans les bus évacuant Soumy, notamment. Il y a eu, je crois, aussi quelques étudiants tués, enfin, me semble-t-il, à vérifier malgré tout. Mais enfin, il y a des sujets d'inquiétude, des sujets nouveaux entre la Russie et l'Inde. L'Inde, à la différence de la Chine ou d'Israël, à ce stade en tout cas, n'a pas initié de médiation ou de bons offices. L'Inde souhaite, je pense, comme beaucoup de gens, dans son propre intérêt, que cette tragédie se termine le plus rapidement possible. Mais l'Inde, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont une coopération militaro-technique tellement dense avec la Russie qu'ils ne peuvent pas du jour au lendemain décider, si tant est qu'ils le souhaitaient, ce qui n'est pas le cas, de couper les ponts avec les Russes. C'est pas possible. Ils ont le plus grand parc de Sukhoi 30 au monde, ils ont des blindés, ils ont besoin, même s'ils décident aujourd'hui de prendre des distances avec le complexe militaro-industriel russe, il leur faudra 10 à 15 ans pour se sevrer. C'est-à-dire que ils peuvent pas, ce serait contre leurs intérêts en fait. C'est le premier client d'armement de la Russie, l'Inde. C'est dans les 3 premiers. Enfin, le chiffre que j'ai vu l'an dernier, c'était le premier. Ouais, en général, c'est entre la Chine et l'Algérie que ça se joue, mais l'Inde est toujours un bon client. Même s'ils sont dans une logique de diversification, mais c'est toujours un bon client. Et il y a des coproductions, des systèmes d'armes, notamment des missiles, qui sont produits en Inde sous licence russe ou en coproduction avec les Russes. Donc, on parle d'un véritable partenariat stratégique entre l'Inde et la Russie. Une dernière question, alors qui est pratique, c'est quelles banques proposent déjà à leurs clients des cartes MIR UnionPay? Parce que toutes les banques proposent des cartes MIR, UnionPay, pas forcément. Le UnionPay, vous savez, c'est le système chinois qui vous permet d'utiliser votre carte MIR à l'étranger, notamment en France. Elle est utilisée. Alors, je n'en sais rien. Effectivement, la Rosbank est en train d'étudier l'offre. Sberbank, il me semble, Sberbank le fait hier, avant-hier, qui vont lancer un qui s'appelle le Co-Beijing. Donc, en fait, on aura les 2 systèmes sur une carte qui pourra fonctionner à la fois avec MIR et UnionPay. Voilà, ce qui essaie de négocier Rosbank maintenant. Voilà. Il faut attendre un petit peu, mais vous demandez chacun votre banque pour l'avoir. Je ne sais pas si on peut déjà les commander. Juste une dernière chose, on nous a envoyé un lien du Wall Street Journal qui parle bien, nous dit-on, du pétrole, du LNG et du charbon. Vous trouvez le lien là tout de suite sur le site, c'est la fin des questions. Nicolas, avant qu'on finisse, est-ce que tu as des petites annonces à faire? Donc les annonces habituelles, n'hésitez pas, les annonces habituelles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Telegram, donc CCI France Russie, que vous trouverez sur Telegram. Et ensuite, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur la hotline de la Chambre, l'adresse étant hotline@ccifr.ru. Et nous répondrons à toutes vos questions, soit en direct, soit lors des briefings quotidiens. Et nous vous donnons ensuite rendez-vous demain, jeudi à 17h30. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés. Sachez que la CCI France-Russie sera toujours à vos côtés pendant cette période délicate. Merci beaucoup et au revoir.